On le sait, le monde de la banque et de l'assurance, c'est un peu le moteur de notre économie. Mais pour que la confiance règne, il faut des règles. Et surtout, il faut un gendarme pour s'assurer que tout le monde les respecte. Alors, qui veille au grain? Qui s'assure que les banques sont solides et que les clients sont bien protégés? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. C'est vraiment la question fondamentale, non? Quand on dépose son argent à la banque ou qu'on souscrit une assurance, on fait un acte de confiance. Mais qui est derrière pour garantir que ce système tient la route? Qui a le pouvoir d'intervenir si jamais ça dérape? Eh bien, la réponse, c'est l'ACPR. Derrière ces 4 lettres un peu techniques, il y a l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ok, le nom est un peu long, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une institution puissante, indépendante, qui est adossée à la Banque de France. Son job, pour faire simple, c'est d'être le superviseur, le contrôleur, bref, le shérif de la finance française. Et attention, ces missions sont vraiment très très larges. Ce n'est pas juste une question de vérifier des comptes. Non, l'ACPR doit préserver la stabilité de tout le système financier. Elle doit aussi protéger l'argent de chacun d'entre nous, que ce soit les clients des banques ou les assurés. Et elle a même une casquette quasi policière, lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est un rôle absolument essentiel et tentaculaire. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment l'ACPR fait son travail? Quelles sont ses méthodes pour s'assurer que les règles du jeu sont bien respectées? Allez, on ouvre la boîte à outils du gendarme. En fait, l'ACPR a 2 grandes approches. La première, c'est le contrôle sur pièce. C'est une surveillance continue, à distance. Les banques et les assurances doivent envoyer des tonnes de documents régulièrement et l'ACPR les épluche. Mais quand il y a un doute, une zone d'ombre, on passe à la vitesse supérieure, le contrôle sur place. Et là, c'est une toute autre dimension. C'est une véritable inspection, directement dans les locaux de l'entreprise. Et il faut bien comprendre un truc. Lors d'un contrôle sur place, les pouvoirs des inspecteurs sont énormes. Ils peuvent entrer dans n'importe quel bureau, demander n'importe quel document, interroger n'importe qui dans le personnel. C'est un pouvoir d'investigation qui est vraiment considérable, presque judiciaire pour aller au fond des choses. Bien sûr, ce pouvoir n'est pas absolu, il est encadré. L'entreprise contrôlée a des droits, et c'est important. Elle est prévenue du début du contrôle, elle a le droit de lire le rapport et d'y apporter ses propres commentaires avant qu'il soit finalisé. C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire. On ne peut pas être jugé sans avoir eu la chance de se défendre. Et en face de ces droits, il y a des devoirs. Les obligations de l'entreprise sont très claires. D'abord, elle doit coopérer pleinement, sans rien cacher ni freiner le contrôle. Et ensuite, elle doit garantir la confidentialité de toute la procédure. C'est cet équilibre qui garantit que le processus est à la fois efficace et juste. Alors, imaginons le scénario, les contrôleurs ont mené leur enquête et ils ont trouvé quelque chose. Une irrégularité, une faute, un manquement. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Le processus s'arrête là? Ah non, pas du tout. Bien au contraire. Les conséquences sont graduelles. Ça peut commencer par une simple lettre de suite, qui est en gros une demande de correction. Si c'est plus sérieux, ça peut être une mise en demeure. Et si le manquement est vraiment grave, on peut ouvrir une procédure disciplinaire complète. Enfin, si on suspecte un délit, le dossier part directement à la justice. Et voilà, on arrive à la phase la plus sérieuse, celle qui est déclenchée quand les fautes sont jugées graves. C'est la procédure disciplinaire, une étape qui ressemble vraiment à un procès. C'est une étape très formelle, ce n'est plus une simple inspection. Le collège de supervision de la CPR décide d'ouvrir le dossier et de le transmettre à un autre organe qui est indépendant, la commission des sanctions. C'est un peu comme si la police transmettait son dossier d'enquête au juge d'instruction. Cette phase d'instruction est extrêmement structurée. Un rapporteur est nommé pour enquêter. Il organise tous les échanges entre l'ACPR qui accuse et l'entreprise qui se défend. À la fin de son travail, il rédige un rapport ultra complet qui va servir de base pour la suite de la procédure. Une fois que l'instruction écrite est bouclée, on passe à la phase orale. C'est le moment de l'audience. C'est là que tout se joue, en direct, devant la commission des sanctions qui va agir comme un véritable tribunal. Et le déroulé est millimétré. 30 jours avant la date, tout le monde est convoqué. Pendant l'audience, chacun présente ses arguments. C'est important de noter que l'entreprise mise en cause a toujours la parole en dernier. Ensuite, la commission se retire pour délibérer, en secret. Et enfin, la décision est rédigée, puis notifiée. Le processus est vraiment conçu pour être le plus rigoureux et impartial possible. On arrive donc au bout du processus. La commission a délibéré, elle a pris sa décision. Alors, quelles peuvent être les sanctions? Et surtout, est-ce qu'il y a encore une voie de recours possible? La palette des sanctions est très très large. Ça va du simple avertissement à des mesures extrêmement lourdes. Interdire à un dirigeant d'exercer pendant 10 ans, le forcer à démissionner, ou même la sanction suprême, le retrait de l'agrément. Pour une banque, c'est une sorte de peine de mort professionnelle. Et puis, bien sûr, il y a la sanction pécuniaire, l'amende.
Pour les manquements les plus graves, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la Commission peut infliger une amende qui peut monter jusqu'à 100 millions d'euros. Le chiffre est colossal et il est clairement là pour être dissuasif. Mais la décision de la Commission n'est pas forcément le point final de l'histoire. L'entreprise qui a été sanctionnée a un ultime recours. Elle peut contester la décision devant le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative en France. Elle a 2 mois pour le faire. Tout ce processus, de la simple inspection jusqu'au possible recours devant le Conseil d'État, peut paraître lourd et complexe, mais il soulève une question essentielle. Pour garantir la solidité de nos banques, la sécurité de notre épargne et l'intégrité de tout le système, est-ce qu'une surveillance aussi stricte n'est pas, finalement, un prix nécessaire à payer ? C'est la question que pose l'existence même de la CPR.